Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter un cours de Monsieur Frank Deden en biologie évolutive. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'évolution en biologie? C'est la succession dans le temps des formes de vie sur Terre. Un scénario, une fresque, un grand récit historique du vivant. Cela peut aussi être vu comme le processus par lequel les espèces se transforment, les mécanismes impliqués dans l'évolution des populations et des espèces, contexte théorique, la génétique des populations, ou encore cela peut être l'arbre qui établit les relations des parentés, filiations donc entre espèces. Qu'est-ce qu'une espèce? Comment apparaissent-elles? Comment peut-on établir les relations entre elles? Et on pourrait même rajouter un quatrième point, la théorie la plus générale, donc la plus universelle en biologie. Rien n'a de sens en biologie si ce n'est qu'à la lumière de l'évolution. T. Dobzhansky. Donc, je vous montre le nom de la personne, T. Dobzhansky, 1973. Ensuite, la biologie évolutive pose des questions fondamentales et universelles. D'où proviennent les êtres vivants? Pourquoi y en a-t-il autant? Pourquoi sont-ils si différents? Comment sont-ils devenus aussi efficaces pour se nourrir, se défendre et se reproduire? Qu'est-ce que le vivant? La biologie évolutive pose des questions distales ou évolutives, le pourquoi. Oui, car ne pas comprendre. Je reprends. Pourquoi est-ce important de comprendre l'évolution? Le phénomène d'évolution échappe souvent à nos sens. Les représentations premières de la biodiversité sont celles d'un monde naturel, stable et fixe. Ces représentations persistent encore à l'heure actuelle. Sens commun, mouvement conservateur et religieux, mouvement idéologique néo-créationniste. Est-ce si grave que ça? Oui, car ne pas comprendre l'évolution, c'est ignorer l'histoire de la vie et donc l'histoire de l'homme, sa nature profonde, sa dynamique, facteur à l'origine du changement, des changements, pardon. Ne pas comprendre l'évolution, c'est condamner les progrès de la médecine, de l'agronomie et de l'écologie scientifique et de la conservation. Théorie, sens de théorie scientifique donc. Système d'idées ou affirmation. Mince, j'ai encore oublié.
de citer ce qu'il y avait au-dessus. Évolution, juste une théorie. Qu'est-ce qu'une théorie scientifique? Théorie, sens 1. Hypothèse proposée à titre d'explication, simple hypothèse, spéculation, conjecture, idée ou ensemble d'idées sur un phénomène, une vision ou notion personnelle. Théorie, sens 2. Système d'idées ou affirmations servant à expliquer ou à rendre compte d'un groupe de faits ou de phénomènes, hypothèse qui a été confirmée ou établie par l'observation ou l'expérience et est proposée ou acceptée pour expliquer les faits connus. Affirmation de ce qui est tenu pour être généralement les lois, les principes ou les causes d'une chose connue ou observée. Comme le dit le vieil adage, on voit avec ses yeux, mais on regarde avec ses idées. Comment fonder une théorie scientifique? Décrire et expliquer un phénomène naturel à travers la fondation d'un modèle théorique se base sur des hypothèses. Mise à l'épreuve du modèle des hypothèses par l'observation ou l'expérience afin de le transmettre en défaut et de le rejeter si nécessaire. Si le modèle est mis à défaut, il pourra être amélioré ou abandonné et remplacé par un autre modèle. Si le modèle résiste aux données observées ou aux résultats expérimentaux, on dit qu'il est corroboré. Il sera considéré comme satisfaisant et sera conservé en attendant d'être soumis à de nouvelles données observées et ou expérimentales. Lorsqu'un modèle résiste à un grand nombre d'observations et d'expériences indépendantes, le modèle devient alors une théorie scientifique. La théorie de l'héliocentrisme du système solaire, modèle qui place le Soleil au centre du système solaire et pas la Terre. Plusieurs précurseurs, dont Hypatie d'Alexandrie 370, que l'on voit dans le film Agora, qui a été réalisé et projeté en 2009, Copernic, qui est 1473-1543, qui est le premier à détailler un modèle héliocentrique. Galilée 1564-1642 et Kepler 1571-1630 apportent de nombreuses observations. Galilée, condamné à vie en 1633. Donc, dans son
procès. D'autres vont faire des formulations mathématiques de la gravitation et vont rechercher des lois physiques permettant de démontrer les lois empiriques de Kepler. La vérité scientifique est un éternel devenir qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Karl Popper. Alors, dans les plans, nous avons diverses parties. En tout, nous en avons 5. Et chaque partie vont être subdivisées en 2 sous-parties chacune. Donc, la première partie sera partie introduction introduction à la biologie évolutive. Première sous-partie, les preuves de l'évolution. Deuxième sous-partie, histoire des idées sur l'évolution. Partie 2, mécanisme de la microévolution. Première partie, adaptation x2. Deuxième partie, deuxième sous-partie, la théorie neutre de l'évolution. Partie 3, diversification des espèces. Première sous-partie, espèces et spéciation. Et deuxième sous-partie, systématique et phylogénie. Quatrième partie, partie 4, éléments de macroévolution. Première sous-partie, les origines de la vie. Deuxième sous-partie, évolution et développement. Partie 5, évolution et société humaine. Première sous-partie, origine et diversification des humains. Deuxième sous-partie, impact sociétaux de la biologie évolutive. Donc, premièrement, la théorie de la création spéciale. Tous les organismes vivants furent créés par Dieu durant les 6 jours de la création. Livre de la Genèse 1, 2.1-2.2.4. Les types idéaux créés les espèces sont les parents de tous les organismes vivants aujourd'hui. Cette théorie postule que les espèces sont restées inchangées depuis leur création. Elles sont immuables. Il n'existe pas de variation entre individus. La création est récente, 4004 avant Jésus-Christ. J. Usher, 1664. La Genèse par Michel-Ange. Chapelle Sixtine. Oui. Où Adam touche Dieu. On suppose des tas de choses sur cette peinture. La théorie de la création spéciale versus la théorie de l'évolution. La théorie de la
de la création spéciale présuppose que les espèces ne changent pas au cours du temps. Elles furent créées indépendamment les unes des autres. Elles furent créées récemment. La théorie depuis Darwin présuppose que les espèces changent au cours du temps. Elles se différencient à partir d'ancêtres communs. Elles sont apparues au cours de longues périodes géologiques. Confronter ces théories aux faits. L'évolution est en fait. Fait numéro 1. Les espèces changent au cours du temps. Preuve chez les espèces vivantes, observation directe de changements microévolutifs, étude des structures vestigiales. Observation directe de changements évolutifs. Exemple 1. Punaise phytophage. Gedera haematoloma. Insecte piqueur suceur. Pièce buccale en forme de rostre, de trompe. Avant 1950 se nourrit sur la plante. Il y a 2 points entre 1950 et se nourrit. Entre guillemets, le cœur des Andes pour la plante, dans les îles sud de la Floride. À partir de 1950, 2 points, se nourrit aussi d'une plante ornementale introduite, le Coelreuteria. Donc je l'appelle Koelreuteria au centre de la Floride. Ensuite, observation directe de changements évolutifs. Exemple numéro 1, donc la punaise phytophage. Étude comparative. La punaise phytophage comme dénomination taxinomique, le Jadera haematoloma. H-A-R. Je reprends. J-A-D-E-R-A espace H-A-E-M-A-T-O-L-O-M-A. Étude comparative de la taille de la trompe entre différentes populations. Carroll et al. 2001. Observation directe de changements évolutifs. Exemple 1. Punaise phytophage. Jadera haematoloma. Toujours la même orthographe. J-A-D-E-R-A espace H-A-E-M-A-T-O-L-O-M-A. Donc, étude de la taille de la trompe sur des individus collectés dans des populations centrales de la Floride et stockés dans les musées, écoles,
Conservatoire, Association d'entomologistes. Avec le petit graphique, bien. Date. En abscisse, nous avons les dates, donc 1880, 1900, 1920, 1940, 1960, 1980. Et en ordonnée, big length, donc on a la longueur de la trompe, donc qui va de 0,5 en 0,5, donc de 5,5 à 9,0. On voit qu'il y a une régression du nombre de longues trompes au cours du temps entre 1920 25 on va dire et non 1880 et 1925 elle est assez diversifiée. Ça va vraiment de 5,5 à 9 voire plus, très légèrement plus, mais plus tout de même. Et au cours du temps, en particulier à partir de 25 jusqu'à 1960, il y a régression, voire même, oui, il y a une forte régression de la taille de la trompe pour arriver de 5,5 à 7,5. Donc, par la suite, observation directe de changements évolutifs. Donc, le lézard Podarcis sicula, donc P-O-D-A-R-C-I-S, espace S-I-C-U-L-A. 1971, des scientifiques introduisent 5 couples d'une autre île, COP MRCARU, KOP, espace MRCARU, la guerre. Puis 2004-2006, 30 générations après, une autre équipe de recherche étudie les populations établies. Île de Podcopistes, je sais pas, POD espace KOPISTE, insectivore, il y en a 96%, herbivore 4%, agressive, territoriale, faible densité. Des analyses génétiques montrent qu'il s'agit bien des descendants des 10 individus introduits. Observation directe de changements évolutifs. Exemple 2, le lézard Podarcis sicula. Étude comparative entre populations natives introduites. Différence morphologique. Individus plus grands
plus grosse mâchoire, pattes plus courtes. Leur estomac présente une valve cécale supplémentaire, absente à l'origine. Et cette valve est donc absente à l'origine. Différence de comportement et de régime alimentaire, moins véloce, donc moins rapide, moins agressif, moins territoriaux, devenus herbivores à 61% contre 4% à l'origine. Ces études montrent que l'évolution peut parfois être extrêmement rapide. Et on notera la pression évolutive. Analyse des structures vestigiales. Une structure vestigiale chez une espèce est une version sans fonction ou très rudimentaire d'une partie du corps qui a une fonction importante chez d'autres espèces phylogénétiquement proches. Ces structures décrites au moment de Darwin par de nombreux anatomistes représentent un argument en faveur de l'évolution morphologique des espèces. Donc, nous avons l'aile, donc analyse des structures vestigiales, comportement sexuel, anal, sperme, et l'œil. L'œil, les pattes, le comportement sexuel. Donc, ça doit être un kiwi, l'oiseau. Là, je ne saurais dire. Là, c'est des serpents, mais lesquels, je ne saurais dire. Analyse des structures vestigiales. 3. Donc, contemporary. Wow. Fémur pelvis. Analyse des structures vestigiales, interprétation évolutive des structures vestigiales, et que les espèces possédant de telles structures ont évolué à partir d'un ancêtre qui possédait des structures homologues fonctionnelles. L'ancêtre commun aux baleines et leur dernier cousin terrestre aujourd'hui éteint. Ainsi, les structures vestigiales sont des preuves du changement morphologique au cours du temps. Certains parlent d'évolution régressive de certains caractères. Analyse des structures vestigiales. Exemple du tétra mexicain Astyanax mexicanus
Donc, ça s'écrit grand A S T Y A N A X espace M E X I C A N U S. Deux formes de tétra, une forme aveugle cavernicole et une forme de surface vivant dans les lacs. Ces deux formes sont interfertiles, même espèce, donc elles peuvent se reproduire l'une avec l'autre. La transplantation de cristallins entre les deux formes démontre son rôle dans le développement de l'œil. Il existe deux lignées phylogénétiques aveugles indiquant que la perte de l'œil est apparue deux fois indépendamment au cours de l'évolution de cette espèce. Convergence évolutive. Donc le cristallin, pour rappel, c'est un des petits liquides qui sert à faire converger les rayons lumineux vers la cornée de l'œil. Des études en cours suggèrent que le fait de ne pas développer l'œil procure un avantage sélectif aux formes aveugles dans les grottes. Bien. Analyse des structures vestigiales. 6 structures vestigiales chez l'homme. Le coccyx, vestige d'une queue. Le muscle érecteur des poils, structure permettant d'augmenter le volume de la fourrure. Nos ancêtres devaient avoir une queue et une fourrure, lui permettant de conserver la chaleur et ou d'impressionner l'ennemi, entre autres. Donc, comme vous voyez, il y a le poil, hair, la peau, skin, une glande sébacée qui n'est pas à la base du bulbe, mais au-dessus, donc qui permettrait de le rendre un peu imperméable. Et sur le côté, nous avons un muscle érecteur. Lui pourrait éventuellement servir à impressionner, oui, toujours, car je vous rappelle la théorie du flight or fight, donc fuir ou combattre. Pour combattre, parfois, il faut être très impressionnant, et plus on a de poids dressé, plus on devient gros, plus on est impressionnant. Donc, on est d'autant plus paré à faire peur à l'ennemi. Bien, analyse des structures vestigiales. Structure vestigiale, développement. La majorité des tétrapodes ont 5 doigts par membre. Les oiseaux ont souvent 3 doigts dans les ailes et 4 aux pattes. Des études révèlent des doigts surnuméraires dans les embryons. Ceux-ci disparaîtront au cours du développement. Donc vous voyez l'aile.
et vous voyez une patte. Donc, comme on nous dit avec le nombre de doigts nécessaire, 4 doigts dans la patte et 3 doigts dans l'aile. Analyse des structures vestigiales. Structures vestigiales au niveau moléculaire, les pseudogènes. Donc là, l'ADN entre les gènes et non codants. Groupe des gènes bêta-globine. Groupe des gènes alpha-globine. Les pseudogènes sont des membres de la famille qui ne codent pas pour les ARN fonctionnels ni pour des protéines. Donc là, on a les protéines, comment elles sont faites. Globuline, alpha-globuline et alpha-2 globuline dans les deux cas. Et le pseudo-A en tout premier. On voit une certaine similarité entre les deux A et alpha, mais il y a des points de divergence. Et ça se ressent sûrement, entre autres plutôt, au niveau des acides aminés qui sont produits. Je vous rappelle que le code génétique est universel, donc on pourrait retrouver des acides aminés similaires, mais d'autres qui ne le sont pas, qui sont très proches néanmoins. En jaune, nous voyons des acides aminés différents justement. Bien, maintenant l'évolution étant faite. Fait numéro 1, les espèces changent au cours du temps. Maintenant, un deuxième point, preuve chez des espèces éteintes fossiles, le constat des extinctions, la loi des successions, et troisième point, les formes transitoires. Le constat des extinctions. Jusqu'au XIXe siècle, les naturalistes supposent que les fossiles ont des représentants vivants sur Terre. Georges Cuvier, en 1801, fondateur de l'anatomie comparée, publie une liste de 23 fossiles qu'il considère comme étant des représentants d'espèces éteintes. Donc Georges Cuvier est un ichthyologue à la base. L'élan irlandais éteint il y a environ 10 000 ans. Donc voilà. Ensuite, la loi de succession avec William Clift, paléontologue du XVIIIe siècle, compare les espèces éteintes, fossiles et vivantes sur plusieurs continents: Australie, Afrique, Amérique du Sud.
Reprenons. Donc, William Clift, paléontologue du XVIIIe siècle, compare les espèces éteintes, donc les fossiles, et vivantes sur plusieurs continents, Australie, Afrique et Amérique du Sud. Il existe plus de similitudes entre espèces fossiles et vivantes au sein d'un continent qu'entre espèces vivantes de continents différents. Cette observation générale sera un argument supportant l'hypothèse selon laquelle la diversification des espèces s'effectue à partir d'ancêtres communs. Les espèces éteintes et vivantes sur un même continent proviennent d'ancêtres communs. Donc là, on a le tatou-pygmée, cryptodonte, diprotodonte, le wombat, j'aimerais ajouter que il y a beaucoup de similitudes entre certains animaux que l'on connaît, pas forcément dans notre pays, la France, il en existe aussi des animaux qui se ressemblent. C'est pas que dans les îles. Darwin soutenait que les fossiles, donc les formes transitoires, que les fossiles représentent des populations ancestrales aux espèces contemporaines. Donc des espèces avant les espèces que l'on connaît. Si cela était vrai, les fossiles devraient contenir des formes transitoires entre groupes taxonomiques majeurs. La prédiction est que les espèces transitoires devraient posséder à la fois des caractères ancestraux et des caractères plus récents, similaires aux caractères observés chez les espèces contemporaines. Il existe peu d'exemples au temps de Darwin. Il place ce problème dans ce chapitre. Difficulties on Theory. Les formes transitoires. Attention, dire que Archaeopteryx est un fossile transitoire ne signifie pas qu'il est l'ancêtre direct des oiseaux, mais une lignée cousine aujourd'hui éteinte. Il possède un ancêtre commun assez proche avec les oiseaux actuels. Et on peut dire que Archaeopteryx, ça veut dire vieille plume, car on a retrouvé enfin bon, bref, ça va être dit après. D'autres lignées de théropodes à plumes ont été
trouvé depuis, bien qu'Archaeopteryx reste à ce jour le cousin le plus proche des oiseaux. Donc là, on a le petit... un genre de petit arbre généalogique avec donc les autres théropodes, le déingue et le T-Rex. À noter que récemment, je crois, on a émis l'hypothèse que le Tyrannosaure Rex avait une collerette de plumes à vérifier. Mais bon. Donc on a l'oiseau moderne qui est très proche de l'Archaeopteryx. Et enfin le Codipteryx, the dinosaur. Codipteryx, donc juste là. Ensuite, donc, nous voyons les formes transitoires, donc, avec Ambulocetus natans, qui ressemblerait presque à un hippopotame, et en même temps un crocodile. Et quand on le voit comme ça, oui, c'est vrai qu'il ressemble aussi un peu à une loutre. Une très grosse loutre. Ensuite, nous voyons Basilosaurus. Basilosaurus Isis. Donc 38 millions d'années. Avec... c'est vrai qu'il n'a plus de bassin ou une forme vestigiale. Il a des membres vraiment très courts, 40 cm de long, voire moins, petit membre inférieur, et enfin on voit Contemporary One, d'accord, fémur et pelvis. Les squelettes en somme de la baleine. L'évolution est en fait fait numéro 1, les espèces changent au cours du temps. Fait numéro 2, les espèces se différencient à partir d'un ancêtre commun. Cela veut dire que les espèces n'apparaissent pas indépendamment, comme le suggère la théorie créationniste spéciale. Introduction au tree thinking.
en gros, de l'arborescence, quoi. Bien que cette idée fut exposée par Charles Darwin, avant Darwin, pardon, c'est ce dernier qui exploite ce concept le plus largement dans son ouvrage On the Origin of the Species. 1859 tout de même pour ce livre très important. Illustration page 450. Donc nous voyons là dans Introduction au Tree Thinking, donc l'arbre, comment ils sont créés. Donc nous voyons les branches et à chaque création d'une nouvelle espèce, en fait, il y a des branches qui se différencient, ou plutôt à chaque différenciation de caractère, il y a une nouvelle branche qui apparaît. Par exemple, nous pouvons parler de la main en elle-même. À la base, c'est une excroissance terminale du bras, d'une patte. Mais pour certains animaux, ça va être une main simple, mais ça peut être aussi un sabot, ça peut être aussi, voire même une partie enfin, j'espère que vous comprenez. Et quant au chiroptère, le nom là en lui-même indique chiero, la main, terre, l'aile. Donc chiroptère, main, aile, comme pour les chauves-souris. Et donc vous pouvez comprendre facilement que il y a eu d'autres lignées qui sont apparues, qui avaient ce caractère d'aile-main et qui sont disparues parce que il y en a d'autres qui ont été améliorés, qui ont eu des caractères qui ont été améliorés, ainsi de suite. Donc, en somme, l'évolution, c'est création de plein de possibilités, mais seulement évolution améliorée, seulement le plus adapté à son milieu survit et se reproduit, et donc peut donner une autre lignée qui elle-même possédera ce caractère, qui pourrait être soumis à une amélioration, ainsi de suite. Comment le léopard a-t-il obtenu ces tâches? Donc, nous voyons Canada lynx, bobcat, jaguar, snow leopard, taiga, jaguar, lion, cub, and leopard. Strips, donc rayures, rosette, conforme côte, donc un pelage humide. Bob tie. Faudra reprendre le schéma.
pour bien voir toutes les choses. On ne peut pas vraiment les retranscrire comme ça. Donc, homologie, définition. À partir du XIXe siècle, l'anatomie et l'embryologie comparée mettent en évidence de nombreuses similitudes morphologiques et développementales entre les êtres vivants. L'approche comparative est encore essentielle dans la biologie évolutive contemporaine. Richard Owen et Georges Cuvier définissent l'homologie comme étant le même organe chez différents animaux, quelle que soit leur forme et leur fonction. Homologie des structures morphologiques. Donc nous retrouvons notre joyeux chiroptère, bat, la chauve-souris, dolphin, donc le dauphin, horse, le cheval, molle, la taupe et human, avec, je vous dis, le bras, donc humain, et particulièrement ses os. Donc en jaune, on peut voir l'humérus, le radius, le cubitus, le R, donc le radius, et du côté du pouce. Ensuite, carpals, c'est les petits os à la base de la main sur lesquels se fixent les métacarpals qui sont juste les petits os à la base des doigts, et les phalanges qui sont en fait le reste des doigts. Fonctions différentes mais structures similaires. La position relative des os est conservée, loi des connectivités. Homologie des embryons de vertébrés. Là, ce que l'on voit, c'est que il y a une certaine similarité dans les premiers temps dans les embryons, à tel point que on pourrait croire que certains embryons sont des embryons d'animaux alors qu'ils se révèlent être les embryons de Homo sapiens, bien que Homo sapiens soit lui-même un animal. Mais vous m'avez compris. Les interprétations des homologies. Les homologies s'expliquent très facilement par la théorie de Darwin. Les similitudes structurales entre espèces sont héritées de leurs ancêtres communs. Le fait que les embryons des premiers stades sont similaires, les facteurs mécanismes impliqués dans le développement des vertébrés ont été développés au cours de l'évolution. L'interprétation de Darwin a remplacé la définition de Owen et de Cuvier. Aujourd'hui, on définit une homologie
comme étant une similitude entre deux organismes provenant de leur ancêtre commun. Homologie moléculaire, code génétique. Bien que redondant, le code génétique est partagé par la grande majorité des espèces, avec quelques exceptions. Homologie moléculaire, présence de pseudogènes processed pseudogenesis, come from exone entre DNA mosogène. Le fait que les embryons des premiers stades sont similaires. En somme, le bracelet génétique fait que déjà il y a beaucoup d'erreurs possibles, mais au fil du temps, elles s'accumulent et peuvent devenir de nouveaux caractères. Les pseudogènes n'ont pas de fonction et ils ont donc tendance à accumuler des mutations. Ainsi, plus un pseudogène est âgé, plus il possédera de mutations. En comparant la séquence d'un pseudogène avec celle de la copie fonctionnelle originale du pseudogène, du gène, il est donc possible d'estimer le nombre de mutations accumulées par le pseudogène. Cette estimation du nombre de mutations accumulées permet d'estimer l'âge du pseudogène. Si les espèces possèdent un ancêtre commun, les pseudogènes les plus vieux devraient être présents chez le plus d'espèces. Les plus jeunes devraient être présents chez un nombre limité d'espèces. Homologie moléculaire, présence de pseudogènes. Donc là, on voit que l'être humain est placé tout en haut d'un arbre phylogénétique. Et il possède donc le plus de caractère ABC, tout comme un autre qui a le caractère ABC. Mais avant d'avoir le caractère A, il y en a eu un autre qui avait juste le caractère BC. Et encore avant B, il y en avait un autre qui avait que le caractère C. Et encore avant d'avoir le caractère C, il y en avait un autre qui n'avait pas de caractère du tout. Homologie moléculaire, présence de pseudogènes. Friedberg et Rhodes ont estimé l'âge en 2000 de 6 pseudogènes dans le génome humain, 11 à 36 millions d'années.
Les chercheurs ont ensuite étudié les mêmes pseudogènes homologues chez différents primates. Les similitudes ne sont pas toutes des homologies. Il existe des convergences évolutives. Les similitudes ne sont pas toutes des homologies. Il existe des convergences évolutives. C'est vrai. Tout ce qui se ressemble ne vient en somme pas forcément de la même espèce ancestrale. La théorie de la création spéciale versus la théorie de l'évolution. La théorie de la création spéciale présuppose que les espèces ne changent pas au cours du temps. Elles furent créées indépendamment les unes des autres. Elles furent créées récemment. La théorie de l'évolution depuis Darwin présuppose que les espèces changent au cours du temps. Elles se diversifient à partir d'autres d'ancêtres communs et elles sont apparues au cours de longues périodes géologiques. Et enfin, fait numéro 3, l'âge de la Terre. L'âge de la Terre est actuellement estimé à 4,54 milliards d'années. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.